Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, pensez à vous abonner, à utiliser la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos qu'on range notamment sur le sujet du Covid dans la playlist spéciale Covid, dans laquelle vous pourrez consulter l'historique des dernières interventions. Alors, on va juste... Je vais rappeler rapidement les grands thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Donc avec Aude, on va commencer à parler du Conseil des ministres de mercredi dernier. Conseil des ministres qui a principalement annoncé des mesures en direction des particuliers. On va quand même les rappeler rapidement. On va ensuite reparler des mesures économiques qui vous concernent peut-être plus directement. Donc le report des échéances fiscales et sociales, toute l'évolution du fonds de solidarité, les fameux 1 500 € et les évolutions dont on a entendu parler dernièrement, l'indemnité pour perte de gain, le prêt garanti par l'État. Et on finira sur les mesures sociales, donc tout ce qui concerne les arrêts maladie et les nouveautés relatifs à l'activité partielle ou autrement chômage partiel. Donc Aude, je te propose de commencer sur le Conseil des ministres. Oui, bonjour à tous. Alors, déjà, je souhaitais évoquer avec vous l'annonce présidentielle, puisque le président de la République s'est exprimé donc lundi soir sur toutes les chaînes. Il a un petit peu donné comme mot d'ordre du coup une prolongation donc des mesures de confinement et des accompagnements qui seraient renforcés à la fois pour les particuliers et les entreprises. Donc, suite à ces annonces présidentielles, donc un conseil des ministres a eu lieu mercredi. Ce conseil des ministres avait pour vocation de pouvoir délimiter les contours des prochaines règles, ordonnances, décrets qui pourraient venir pour compléter les différentes mesures qui ont déjà été mises en place dans le cadre de cet état d'urgence sanitaire. Donc, pour mémoire, on est dans un état d'urgence sanitaire donc depuis le 12 mars, qui aujourd'hui est décrété jusqu'au 24 mai prochain. Il pourrait être prolongé et dans le cadre de cet état d'urgence sanitaire, des lois spécifiques sont votées pour pallier à cette crise qui nous concerne tous. Donc, au niveau donc, du Conseil des ministres, il a été décidé beaucoup de mesures qui concernaient les particuliers, entre autres les primes défiscalisées pour les soignants. Donc, c'est un petit peu des équivalents de la prime PEPA, entre 500 et 1 500 € selon les régions les plus touchées par le Covid-19. Des primes de 1 000 €, là aussi équivalentes PEPA, pour des agents de la fonction publique territoriale et d'État. Et pour les personnes qui perçoivent le RSA, une prime de 150 € qui sera versée automatiquement sur les comptes le 15 mai avec une majoration de 100 € par enfant. Et pour les personnes qui ne perçoivent pas de RSA mais qui perçoivent des APL, une majoration de 100 € par enfant. Donc ça, c'est vraiment les mesures qui prises par ce Conseil des ministres, en tout cas qui ont été délimitées par ce Conseil des ministres. Il faut quand même rappeler qu'il y a un budget de l'État conséquent qui a été voté pour toutes les aides, donc y compris les particuliers et les entreprises. Donc au global, on a eu 110 milliards qui ont été, entre guillemets, mis sur la table dans le cadre de cette loi de finances rectificative. Je pensais que ce serait opportun quand même de le souligner, qu'effectivement, c'est vrai que ça concernait énormément les particuliers, mais on a quand même quelque chose, quelques améliorations d'un point de vue économique. Il ne faut pas oublier qu'après ces plans d'urgence, l'État va mettre en place tout un plan de reprise pour favoriser la reprise de l'économie. Donc, bien entendu, on suit de très près tout ça et je vais laisser la parole à Nathalie Ménoir qui va parler de la partie économique actuelle. Merci. Merci. Bonjour à tous. Alors, effectivement, des mesures économiques qui sont de nouveau prolongées. Alors, celles qui ont été annoncées, eh bien, la possibilité, encore une fois, de reporter tout ce qui concerne les échéances fiscales des impôts directs seulement, pas l'impôt indirect, donc aussi bien pour avril que pour mai. Donc, ça concerne principalement la taxe sur salaire. Il a également été publié aujourd'hui un communiqué de presse qui donne enfin l'information sur le report de la déclaration de la liasse fiscale, du relevé de solde de l'impôt sur les sociétés et de la CVAE. Donc, c'était un décalage que l'on attendait un petit peu, puisque en théorie, c'est
au 15 mai. Ça avait été reporté jusqu'au 31 mai et maintenant, c'est de nouveau acté. On a la possibilité donc de décaler jusqu'au 30 juin. Par contre, volontairement, je n'ai pas cité tout ce qui concerne la TVA. La TVA, elle reste une déclaration qui doit être faite dans les temps, ainsi que le paiement. Alors, toujours possibilité de décaler le paiement avec, bien sûr, une demande en parallèle. Pour ceux qui ont une déclaration de TVA annuelle, autrement dit, appelée plus communément la celle-ci ne bénéficie pas donc du report et donc elle doit être déclarée au 5 mai. Pour les échéances sociales, eh bien de la même manière, nous avons la possibilité de reporter les cotisations salariales et patronales. Peut-être que Aude, tu souhaites en reparler. Tu as coupé ton... Merci. Il avait été évoqué effectivement, les reports continueraient tant que nous restons dans le cadre de cet état d'urgence sanitaire. Donc, a priori, donc pour avril, c'est acté, mais pour mai, ça le sera aussi. Je sais que le président de la République avait évoqué des possibles annulations de charges lors de son allocution présidentielle. Alors, cela n'a pas été évoqué lors du Conseil des ministres. Par contre, comme il a été évoqué un futur plan de reprise et des décisions vont être prises pour rebooster un petit peu l'économie, on pense que ces annulations de charges pourraient concerner certains commerces qui sont fermés par voie d'arrêté. Mais bien entendu, nous attendons les contours précis et les futures règles en la matière et on vous tiendra informé. Voilà. Ensuite, eh bien, en ce qui concerne les TNS, travailleurs non salariés, eh bien, c'est ce qu'on avait déjà dit semaine dernière. Il n'y aura aucun prélèvement en ce qui concerne les cotisations sociales qui doivent être prélevées au 20 avril. Attention, ces cotisations non payées seront reportées sur les prochaines échéances. Donc, on ne sait pas encore si ça sera de la même manière mai-juin, mais toujours est-il que ça sera lissé. Et pour les micros, possibilité d'ajuster donc le paiement des cotisations qui doivent être déclarées au 30 avril. Voilà en ce qui concerne les décalages au niveau des échéances fiscales et sociales. Par la suite, Régis, si tu veux bien. Merci. On va revenir un petit peu plus en détail sur l'aide de 1 500 € Fonds de solidarité. Alors, il y a encore eu des précisions qui ont été apportées sur un décret paru hier et donc il était important d'en reparler parce que ça change au niveau de la prochaine déclaration, la prochaine demande que vous pouvez faire en avril. Alors, ça concerne toujours les TPE, artisans, commerçants, professions libérales et les SCI si elles ont une activité économique. On en avait parlé semaine dernière. Donc, cela concerne bien les SCI de construction-vente, les SCI d'attribution ou de location. Par contre, les SCI qui ne servent que de structure d'accueil ou de gestion d'investissement immobilier, le plus souvent familial, eh bien, elles n'exercent pas d'activité économique, donc elles ne sont pas considérées comme telles et ne peuvent pas prétendre à cette aide. On s'était posé la question concernant les loueurs en meublé. Eh bien, les loueurs en meublé exercent une activité économique, donc peuvent, si bien sûr ils remplissent les conditions qui vont suivre, demander également cette aide. Alors, les conditions, eh bien, avoir été obligé de fermer l'entreprise et d'enregistrer une perte de plus de 50% de chiffre d'affaires. Alors, il faut que l'activité ait débuté avant le 1er février 2020, que l'effectif soit inférieur ou égal à 10 salariés et que le chiffre d'affaires soit bien inférieur à 1 million d'euros. 1 million d'euros, pardon. Donc, on reprend sur le dernier exercice clos, donc 2019. On a mis ici en rouge volontairement une autre condition, bénéfice imposable plus rémunération versée aux dirigeants inférieure à 60 000. Eh bien, celle-ci a subi une petite modification sur le décret, et qui est la suivante. C'est-à-dire que jusqu'à présent, donc pour mars, on prenait cette condition-là, donc rémunération versée, cela s'entend par la rémunération plus les charges sociales si celles-ci ont bien été déduites dans l'entreprise. Eh bien, on apporte une précision pour avril. Eh bien, les 60 000 s'entendent par associés et conjoints collaborateurs.
Donc, par exemple, pour une entreprise en nom propre, le montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière. Donc ça, c'est important, c'est une modification. Ensuite, de la même manière, eh bien, cette aide est possible que s'il n'y a pas eu d'indemnité journalière de sécurité sociale perçue supérieure à 800 €, que vous n'êtes pas titulaire d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse. Également, les sociétés qui ne sont pas contrôlées par une société commerciale peuvent y prétendre. Alors, celles qui, la notion de contrôle, je vous en rappelle la définition. Une société est considérée comme contrôlée si au moins 40% des droits de vote sont détenus par une personne physique ou une personne morale et qu'aucun autre associé détient un pourcentage supérieur. Voilà en ce qui concerne la notion de contrôle. De la même manière, une holding peut tout à fait demander cette aide, mais elle doit à ce moment-là intégrer l'ensemble des éléments des sociétés détenues. Voilà pour le rappel et pour les nouveautés concernant le fonds de solidarité. Nathalie, on avait, j'ai vu, paraissait intéressant, enfin, en tout cas lié au sujet. Monique nous demandait si cette prime de 1 500 € pouvait être considérée ou utilisée comme salaire, mais sans charge. Alors non, c'est-à-dire que cette prime, elle est pour l'entreprise. Donc elle est versée pour l'entreprise. D'accord? C'est une bonne question. C'est-à-dire que cette aide-là, elle va être comptabilisée comme une subvention d'exploitation. Elle est considérée défiscalisée. Ça veut dire qu'elle est non imposable. Donc, après, il y aura un retraitement qui sera à faire pour ne pas qu'elle soit comprise dans le résultat qui sera déclaré. Donc, la loi de finances va venir, la prochaine loi de finances viendra préciser les choses. Si vous souhaitez vous la verser en tant que dirigeant, à ce moment-là, ça va être une rémunération qui sera soumise à cotisation. J'essaierai de répondre ensuite aux questions qui déroulent et je poursuis peut-être sur cette aide-là. Il y avait d'autres petites choses qu'on souhaitait rajouter suite au décret. Okay. Si tu veux bien. Merci. Alors, pour en faire la demande, il faut se connecter sur votre espace particulier et ensuite cliquer sur « Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19 ». Bien vérifier donc que les conditions dont on vient de développer sont bien remplies. Indiquez vos coordonnées, celles de l'entreprise, bien sûr. Et ensuite, vous indiquez votre chiffre d'affaires. Là, on a mis en rouge la petite nouveauté. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on prenait, si on reprend le mois de mars, c'était le chiffre d'affaires de mars 2020 en comparaison avec le chiffre d'affaires de mars 2019. Il y avait une petite nuance en ce qui concernait les entreprises nouvelles, où là, on retenait finalement le chiffre d'affaires moyen pour pouvoir montrer la comparaison et la perte de chiffre d'affaires. Là, a été rajoutée pour le mois d'avril la possibilité de faire soit la comparaison entre le chiffre d'affaires d'avril 2020 à celui d'avril 2019, soit comparer le chiffre d'affaires d'avril 2020 avec le chiffre d'affaires moyen mensuel de 2019. Donc voilà, donc ça c'est une nouveauté à retenir. Donc on l'a vu, elle est reconduite pour le mois d'avril et il y a la possibilité de faire plusieurs demandes si vous êtes dirigeant de plusieurs entreprises qui n'ont pas de lien capitalistique. Par contre, vous êtes plusieurs dirigeants, eh bien c'est qu'une seule demande par entreprise. Voilà en ce qui concernait cette aide de 1 500 €. Alors, autre nouveauté qui a été parue dans le décret hier, c'est le montant de l'aide complémentaire. Vous avez la possibilité de faire une demande complémentaire qui, à l'origine, n'était que de 2 000 €. Elle concerne uniquement les entreprises qui sont éligibles à l'aide de 1 500 € et qui emploient au moins un salarié, qui soit en CDD ou en CDI. Par contre, contrairement à l'aide de 1 500 € où là, aucun justificatif ne vous est demandé, ici, pour demander l'aide complémentaire, il faut fournir le refus bancaire que vous avez reçu lorsque vous avez demandé une demande de prêt garanti par l'État. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Par contre, impossibilité également, il faut justifier de régler les créances exigibles à 30 jours.
Alors, il y a une modulation concernant le montant de 2 000 € jusqu'à 5 000 €. Eh bien, cela dépend du chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos. C'est-à-dire que vous pouvez prétendre à 2 000 € si votre chiffre d'affaires était inférieur à 200 000 €. Si par contre, votre chiffre d'affaires est compris entre 200 000 et 600 000 €, eh bien, la demande, l'aide complémentaire sera de 3 500. Et si votre chiffre d'affaires est supérieur à 600 000 €, eh bien, l'aide complémentaire va jusqu'à 5 000 €. Voilà en ce qui concernait la précision sur cette aide complémentaire. Nathalie, est-ce qu'un mail de refus bancaire suffit? Un mail de refus bancaire, c'est un justificatif. Ok. À suivre, donc, on en a parlé semaine dernière, l'indemnité pour perte de gain. Alors, cette indemnité-là, eh bien, elle concerne les indépendants de l'artisanat et du commerce. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ce sont les personnes, les dirigeants de sociétés non salariées, donc gérants majoritaires de SARL ou les associés uniques de URL, en tout cas ceux qui ont un statut TNS, et qui relèvent du régime de retraite des artisans et commerçants. Alors, cette aide-là, elle sera versée automatiquement. C'est-à-dire que, en fonction de la rémunération ou des dividendes que vous avez eu que vous avez déclaré, au titre de l'année 2018, l'aide est calculée. Elle est calculée et peut aller jusqu'à 1 250 €. Donc, tout dépend de ce que vous avez déclaré. C'est la raison pour laquelle les conditions qui sont avancées, c'est il faut être immatriculé avant le 1er janvier 2019, puisqu'on retient ce qui a été déclaré en 2018, et être en activité au 15 mars 2020. Cette indemnité ne sera exonérée d'impôt sur le revenu, mais par contre, il n'y aura pas également de charges sociales dessus. Donc, vous n'avez strictement aucune démarche à faire pour l'obtenir. Elle est versée automatiquement et vous devriez l'apercevoir d'ici la fin du mois d'avril. Donc, elle prend quelle forme? Eh bien, elle prend la forme d'un remboursement de cotisation de retraite complémentaire. Voilà. On a eu des questions un petit peu sur cette indemnité pour perte de gain. Donc, c'est vraiment cette catégorie qu'elle concerne. Et il n'y a aucune démarche à effectuer. Voilà pour l'indemnité. Alors, on voulait quand même vous reparler rapidement du prêt garanti par l'État parce que c'est quand même quelque chose d'important. Vous pouvez tout à fait faire une demande. Donc, c'est accessible à toutes les entreprises, aux professionnels, quelle que soit leur taille, leur activité, votre statut. Alors, par contre, cela exclut les SCI, établissements de crédit et sociétés de financement. Donc, la spécificité, c'est que ce prêt est garanti par l'État à hauteur de 90%. Donc, sachant qu'il reste 10% de risque pour la banque vous demandera pour pouvoir obtenir de lui fournir des éléments, donc des attestations concernant votre chiffre d'affaires, votre liasse fiscale, vos comptes annuels ou un plan de trésorerie pour voir si, en fonction du montant octroyé, votre trésorerie redevient ou est sereine. Donc, montant du prêt possible jusqu'à 25% de votre chiffre d'affaires. Ou si vous êtes entreprise nouvelle ou innovante, possibilité donc de calculer en fonction de la masse salariale. Donc, on retient la moyenne mensuelle de la masse salariale qu'on multiplie par 24 mois. Les caractéristiques majeures sont qu'il n'y a aucun remboursement qui est exigé la première année. Donc, on parle du fait que ça soit exigé ou pas. Vous pouvez tout à fait demander, si vous le souhaitez, un remboursement anticipé. Il faudra juste le prévoir au contrat. Il y a quand même, attention, un coût de la garantie qui peut varier entre 0,25% et 2%. Il faut quand même le retenir. Et le taux d'intérêt sera librement fixé entre la banque. Pour terminer, en ce qui concerne les prêts,
juste vous rappeler rapidement sur la slide suivante, Régis, s'il te plaît. Merci. Vous rappelez rapidement qu'il y a également les prêts. Alors, il y a une annonce de fait concernant les aides directes par l'État, donc soit une aide à la reconstruction et aide à la reprise pour les besoins de trésorerie. Pour l'instant, on manque un petit peu d'éléments et ça devrait être détaillé et publié prochainement. Il y a également les pré-rebonds dont on vous avait parlé au démarrage. Donc, ils ont la caractéristique d'être avec un taux d'intérêt à 0%. Alors, ça dépend encore une fois de la région où vous vous trouvez. Et c'est vrai que beaucoup de demandes ont été faites. Donc à voir avec votre banque si il est encore possible d'y souscrire. Des aides régionales, vous pouvez également en bénéficier. Il faut que vous alliez voir sur chaque région si il y a également des possibilités. En tout cas, nous, on vous invite à aller voir régulièrement. Et donc, pour terminer, il y a également le pré-rebond full digital. Alors, celui-ci, il est tout nouveau, il n'est pas encore sorti. Il devrait être un petit peu plus publié d'ici la semaine prochaine. C'est-à-dire que ça serait un prêt qui serait adressé aux TPE, PME, quel que soit le secteur d'activité. Attention, on est toujours à l'exclusion des SCI, avec un montant qui serait variable entre 10 000 et 50 000 euros et qui serait cumulable avec un PGE. Il serait remboursable jusqu'à 7 ans avec un différé de 2 ans et un taux de 0%. Donc celui-ci, il va bientôt être disponible et proposé par BPI France. Voilà, j'ai fini ma partie. Aude, je te laisse maintenant la parole. Merci. Merci beaucoup Nathalie. Alors, je voulais la semaine dernière, mais redonner un petit peu de quelques précisions. J'ai vu votre question pendant que Nathalie s'exprimait. Donc, en fait, pour revenir à la règle, donc le traitement des arrêts maladie pendant la période de crise, il faut bien distinguer les arrêts maladie classiques, des salariés qui sont en arrêt de travail parce qu'ils ont vu leur médecin et qu'ils ont une pathologie, et les arrêts spécifiques qui ont été mis en place dans le cadre de cette crise Covid-19 qui vont concerner les salariés qui doivent garder leurs enfants ou les salariés qui ont certaines pathologies et considérés comme personnes à risque qui ne peuvent pas être en contact avec d'autres salariés puisque ce sont des personnes fragiles. Alors, sur cette deuxième catégorie d'arrêt, effectivement, quand on met en œuvre le chômage partiel dans son entreprise, ces arrêts n'ont plus lieu d'être, puisque ces arrêts, en fait, permettent aux salariés soit d'un côté de ne pas les travailler pour garder leurs enfants, soit de l'autre côté de ne pas les travailler pour protéger sa santé. Si l'entreprise est fermée pour cause de chômage partiel, les arrêts n'ont plus lieu d'être et ils sont automatiquement suspendus. C'est le chômage partiel qui rentre en ligne de compte. Alors, dans la question tout à l'heure que j'ai lue de Thierry Boutet, il s'interrogeait sur les congés payés, puisqu'effectivement, on nous a indiqué, enfin le gouvernement nous a indiqué qu'il fallait prioriser la prise de congés avant de rentrer en chômage partiel. Donc, quid des congés non pris au 31 mai sachant que les congés N-1, donc acquis l'année précédente, doivent être soldés à cette date, si l'entreprise est en chômage partiel. Donc, la réponse est que normalement, avant de mettre en place l'activité partielle, on doit demander à ses salariés de poser des congés. Maintenant, l'employeur ne pouvait pas imposer des congés, sauf à avoir un accord d'entreprise. Et là encore, on était limité à 6 jours. Donc, c'était un petit peu compliqué. Donc, si les congés n'ont pas été posés à ce moment-là, ils seront automatiquement reportés puisqu'on peut considérer que le salarié est dans l'impossibilité de les prendre. Maintenant, comme l'employeur ne peut pas l'obliger. Si par contre, un salarié souhaite prendre des congés pendant la période d'activité partielle, ce n'est pas interdit, c'est tout à fait possible.
Voilà, donc voilà pour cette partie-là. Et je voulais aussi repréciser que le traitement des arrêts maladie était un petit peu particulier pendant cette période de crise, puisqu'il n'y a plus de délai de carence. Il y a une indemnisation maintenant qui est sans condition d'ancienneté, donc depuis le 26 mars, que pour le moment, c'est prolongé tant que nous restons dans l'état d'urgence. Petite précision aussi importante pour les salariés qui pouvaient être en fin de droit en termes d'IGSS. Vous savez que les IGSS sont plafonnés à 36 mois. Donc, par exemple, pour les salariés qui sont en arrêt longue maladie, pendant la période d'urgence, il y a bien une prolongation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un arrêt d'indemnisation pendant cette période d'urgence. Voilà, d'état d'urgence sanitaire, précisément. Voilà. Merci Régis. Donc, je voulais également revenir sur l'activité partielle. Hein, c'est toujours un grand sujet. Aujourd'hui, au niveau de l'état des lieux pour les différentes structures de notre groupe Amaris, quasiment toutes les demandes de chômage partiel ont été effectuées. On a vraiment une petite dizaine de cas encore qui ne sont pas encore traités, mais pour des raisons techniques, hein, puisque le site de l'activité partielle a eu de grosses difficultés, puisque n'était pas dimensionné pour accueillir autant de demandes. Mais en tout cas, toutes les autres demandes ont été faites. On est à peu près à 1000 demandes au niveau du groupe, donc c'est énorme. Et pour le moment, nous n'avons eu aucun refus. Voilà, toutes les demandes ont bien été acceptées, donc on remercie quand même nos clients d'avoir joué le jeu sur les motifs. Voilà, en termes de nouveautés sur ce dispositif d'actualité partielle, je reviens quand même sur les bases, c'est-à-dire que ce dispositif, il est applicable à tout le personnel salarié, donc CDD, CDI. Il n'est pas applicable aux mandataires sociaux, sauf s'ils cumulent leur mandat social avec un contrat de travail. Donc, les contrats de travail des mandataires sociaux ne peuvent être validés que si leur mandat est minoritaire et qu'il y a bien un lien de subordination et qu'il n'y a pas de pouvoir bancaire total. Je donne ces exemples-là parce que des fois, ça peut être un petit peu difficile de voir quelle est la différence. Je prends l'exemple d'un président de SAS ou de SASU. Il va avoir un bulletin de salaire, donc il peut penser à tort qu'il est salarié, mais non, il est assimilé salarié au regard de la sécurité sociale. Ça veut dire qu'il va cotiser comme un salarié pour la sécurité sociale et pour la retraite complémentaire, mais il ne relève ni du Code du travail, ni ne relève du régime d'assurance chômage. Donc, c'est pour cette raison que les mandataires sociaux ne bénéficient pas malheureusement du dispositif d'activité partielle. Alors, le dispositif a quand même été largement étendu depuis l'état d'urgence sanitaire, puisqu'auparavant, il était réservé aux salariés horaires. Aujourd'hui, les salariés en forfait jour, les VRP, certaines autres catégories de salariés rentrent dans le dispositif. Certains assouplissements ont été donnés, notamment pour les salariés du transport qui ont des heures d'équivalence en plus de la durée du travail. Ce qui est un petit peu dommage à l'heure actuelle, c'est que le gouvernement n'ait pas encore tenu compte d'autres secteurs d'activité qui, eux aussi, subissent, c'est pas forcément le mot, mais en tout cas, ont une durée du travail supérieure à 35 heures, puisque il ne faut pas oublier que l'activité partielle est indemnisée dans la limite de 35 heures. Donc, les 70% du brut qui nous donnent 84% du net à la fois maintenus pour le salarié et remboursés par l'État, sont limités à 35 heures. Donc, il y a quand même une perte de salaire qui peut être importante pour les salariés qui ont une durée collective supérieure à 35 heures. Je pense au cas de la restauration, où là, des négociations ont été mises en œuvre entre le gouvernement et les différents syndicats. Mais je pense aussi au secteur du bâtiment. Pour le moment, rien n'a été acté. Et du coup, la perte de salaire peut être assez importante. Les démarches ont néanmoins été facilitées puisque on a disposé d'une rétroactivité de 30 jours pour faire la demande, alors qu'en temps normal, une demande d'activité partielle doit se faire préalablement à la mise en activité partielle. On a aujourd'hui des délais de réponse qui sont de 48 heures une fois qu'on a effectué sa demande. Auparavant, c'était 15 jours. On a même un délai supplémentaire qui va jusqu'au 30 avril pour
les demandes de chômage partiel de mars, parce qu'effectivement, il y a eu un tel volume de demandes et beaucoup de dysfonctionnements sur le site de l'activité partielle que le gouvernement a tenu compte aussi de ces choses-là. Au niveau de l'indemnité qui est versée par l'employeur, donc je le rappelle, sauf disposition conventionnelle plus favorable, on verse 70% du salaire brut à son salarié, ce qui équivaut à 84% du salaire net, dans la limite de 35 heures, bien évidemment. Et ensuite, l'État rembourse 100% de cette somme dans la limite de 4,5 SMIC. C'est important là aussi parce que auparavant, avant cet état d'urgence, c'était un montant horaire qui était remboursé par l'État. Et du coup, l'ensemble, tout ce qu'avançait l'employeur en termes d'indemnité d'activité partielle n'était pas intégralement remboursé par l'État. Donc là, il y a quand même un double bénéfice, c'est qu'à la fois, c'est exonéré de cotisations sociales et c'est remboursé 100% par l'État dans la limite de 4,5 SMIC. Maintenant, on a quand même quelques cas un petit peu particuliers que je vais évoquer. On a effectivement donc la possibilité d'indemniser ces salariés au-delà de 70% du brut avec une exonération de cotisations sociales. On en avait parlé lors des précédents webinars. Donc, c'est quand même une information importante. Maintenant, à côté de ça, on a en ce moment des problématiques avec les organismes de prévoyance et de retraite supplémentaire, puisque ces organismes demandent à ce que les indemnités de chômage partiel versées par l'employeur soient bien incluses dans l'assiette de cotisation de leur contrat. Alors, il y a une subtilité très importante. Il faut regarder dans vos contrats si vous êtes concerné, si vous avez reçu un courrier de votre organisme de prévoyance ou de retraite supplémentaire vous demandant d'intégrer vos indemnités de chômage partiel dans la base de cotisation. Regardez dans le contrat. La subtilité, c'est que soit d'un côté, votre contrat précise que les cotisations sont calculées sur le brut, le salaire brut fiscal, donc déclaré à l'administration fiscale, auquel cas on peut en déduire que l'indemnité d'allocation l'indemnité de chômage partiel sera bien incluse dans la base de cotisation, puisque même si ce sont des revenus de remplacement et non pas du salaire à proprement parler, il faut donc les inclure. Si par contre, à côté de ça, votre contrat prévoit un salaire que ces cotisations sont calculées sur un salaire sur le salaire en faisant référence au Code du travail, dans ces cas-là, comme ces indemnités de chômage partiel sont des revenus de remplacement et ne sont pas du salaire selon le Code du travail, là, ils sont bien exclus des cotisations de prévoyance et de retraite supplémentaires. Je sais que ce n'est pas toujours évident de retrouver son contrat, mais voilà, il n'y a vraiment que dans ce contrat qu'on peut trouver la réponse à cette question, sachant qu'aujourd'hui, il y a des discussions entre le gouvernement et les représentants des différents organismes de prévoyance et de retraite supplémentaire pour essayer de trancher de façon uniforme sur la question, parce que ça va encore créer des disparités de traitement entre les entreprises. C'est vrai que l'objectif de l'activité partielle, c'est quand même d'assouplir et d'annuler presque toutes les charges salariales de l'entreprise et que si on rajoute des cotisations par-ci, par-là, effectivement, ça crée un petit peu plus de dettes pour l'entreprise qui est déjà en difficulté. Donc, on attend des précisions dans les semaines à venir, enfin dans les jours à venir plutôt, sachant que le ministère du Travail a également communiqué récemment sur des modifications du calcul de cette indemnité de chômage partiel. Et que là encore, ça pose quelques difficultés, en tout cas pour nous, dans nos services paye, puisque le Code du travail prévoit des dispositions et plusieurs circulaires, notes sont venues modifier en fait ce calcul. Et c'est important voilà, que le gouvernement puisse à la fois trancher sur une même méthode pour tout le monde, régler cette problématique sur les secteurs d'activité qui appliquent une durée du travail à 39 heures. Donc, on attend quand même beaucoup de réponses dans les jours et les semaines à venir. Voilà, je sais que c'est un vaste sujet, je pourrais vous en parler pendant des heures.
si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je ne peux pas forcément y répondre pendant que je vous parle, mais en tout cas, sachez qu'après chaque webconférence, nous regardons toutes les questions pour pouvoir y répondre lors des prochains webinaires. Merci beaucoup. Effectivement, il y a eu beaucoup de questions aujourd'hui. Je pense je regarde si on n'a pas quelques-unes qui seraient… Oui, moi j'ai essayé de rattraper mon retard, mais il y avait beaucoup de questions. C'est pas évident. Comme tu dis, Aude, on les garde, et on y apporte des réponses au prochain. Tout à fait. Ouais, si on peut en prendre une ou deux. Il y a David qui nous disait qu'il avait appris que l'arrêt maladie pour garde d'enfants se transformait en… Alors, tu as peut-être répondu, excuse-moi, mais l'arrêt maladie pour garde d'enfants se transformait en chômage partiel. Quid des TNS? Alors là, je parlais des salariés, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure, le chômage partiel ne s'adresse qu'aux salariés. Donc, les TNS ne sont pas du tout concernés par le chômage partiel. Par contre, ils peuvent bénéficier effectivement de ces arrêts de travail pour garde d'enfants et ces arrêts de travail pour personnes fragiles aussi. Très bien. Je vais préciser à Nadia qui avait posé une question par rapport au recours possible des bailleurs face aux pertes de loyer qu'ils subissent. Nadia, je vous renverrai bien vers la page qui présente l'ensemble des conférences données par l'entreprise, puisqu'on a donné une conférence il y a environ 2 semaines sur ces sujets-là. Donc, je pense que vous pourriez y trouver un certain nombre de réponses. On a des questions sur le fait de savoir si on a vu des entreprises recevoir leur PGE. Nathalie, alors, on a eu des accords qui ont été donnés cette semaine suite à des plans de trésorerie qu'on avait établis. Après, les fonds versés, pas encore. Ouais. Mais parce que finalement, ce qui avait été transmis, c'était en début de semaine, en tout cas, sur plusieurs de nos clients. Donc, les réponses de la part des banques sont rapides. Ok, mais il est peut-être un petit peu tôt également. Il y a pas mal de questions sur les modalités de calcul des 1500 €. Donc dans le lien qui sera envoyé en replay, vous retrouverez le lien vers l'article dédié sur le site ECL Direct sur cette question. Je pense que ça peut répondre normalement à pas mal de questions parce que l'article normalement est assez complet aujourd'hui. Donc je pense qu'on va s'en tenir là. Comme l'a dit Aude, on va prendre en compte un maximum des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, on s'en excuse, et compléter nos différents articles et fils d'actualité. On vous tient au courant pour la suite. Donc, continuez à nous suivre sur les réseaux, sur notre page YouTube, sur tous les moyens que vous avez aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à votre newsletter si vous n'êtes pas déjà client chez nous. On vous fera parvenir un flash d'actualité hebdomadaire en ce moment qui vous informera des prochaines conférences, des évolutions, des fils d'actualité, etc. Sur ce, merci beaucoup. Merci à tous. Bon week-end. Portez-vous bien. Merci. Bon week-end. Bon week-end à tous. À bientôt.